Chers amis, un an quasiment jour pour jour, que nous nous retrouvions ici, dans ce département de Seine-Saint-Denis, pour notre convention nationale. Et je veux redire mes remerciements à Ahmed Lawedge et à la Fédération de Seine-Saint-Denis pour leur accueil. Un an jour pour jour que nous étions ici, dans ce département incomparable à beaucoup d'autres, pour fêter la République des territoires qui nous est si chère. Nous étions venus, malgré l'épreuve sanitaire, pour aussi fêter. On n'est pas encore très bon en trucage. Pour aussi fêter le besoin de démocratie et de débat à l'époque, et nous avions décidé d'ailleurs d'inviter largement, puisque nous avions invité Carole Delga et Xavier Bertrand, mais nous avions aussi invité les responsables de gauche. Mais il y a un an, la fête ne fut pas au rendez-vous. La veille au soir, le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné de la plus horrible des manières, sous le couteau du bourreau islamiste, victime du complot des lâchetés et des fanatismes. Ce professeur de collège mourait de la plus horrible manière. Il mourait d'avoir fait son métier, il mourait des valeurs républicaines assumées, des libertés qu'elles procurent, il mourait de ses convictions. Je vous demande à ce moment d'avoir un instant de mémoire pour ce combattant de la République et de nos libertés. Je vous remercie. Il y a un an, dans cette salle, face à l'horreur, la gauche se disait debout. Il y a un an, dans cette salle, il y avait Olivier Faure, il y avait Julien Bayou, il y avait Emmanuel Morel. Autant d'histoires politiques différentes, mais réunies pour célébrer l'unité et l'indivisibilité d'un peuple, d'un pays, pour affirmer haut et fort la République. Dans cette salle, il y avait aussi Bernard Cazeneuve, qui nous faisait l'honneur de sa présence. Sa hauteur de vue, son intransigeance républicaine, son amour indéfectible des valeurs de notre pays était comme à chaque fois ce repère lumineux qui trace le chemin quand la nuit survient. Qu'il soit ici remercié de son attachement viscéral à cet idéal républicain qu'il animait hier au gouvernement, qu'il anime encore aujourd'hui dans ses prises de position et qu'il devra encore porter demain avec notre soutien. Un an de travail pour nous, de réflexion, d'action. Nous, ces radicaux de la République. Autant d'engagements collectifs et individuels que je veux saluer, évidemment redire à nos parlementaires, à Janine, à Maryse, à Sylvia, à Olivier, notre fierté de leur combat, de leur travail, ces projets de loi dont on a beaucoup parlé, dire à Janine que c'est tout de même parfois pathétique la politique. Quand il faut trouver l'astuce d'un chèque de 100 € pour pouvoir séparer les salaires de ceux qui auront droit à la prime contre l'inflation, ce qu'on a refusé de faire pour les personnes handicapées. Remercier aussi, vous toutes et vous tous, dans vos fédérations, vous venus de vos communes, de vos intercommunalités, de vos départements, de vos régions, de vos fédérations. Vous n'avez de cesse de porter les valeurs du PRG, que ce soit dans les hémicycles, les assemblées, mais aussi sur le terrain et dans les réunions citoyennes. Vous êtes notre fierté. Vous dire qu'avec Adrien, avec Jean-Bernard, avec l'ensemble de la direction nationale, nous faisons de votre détermination la nôtre. Elle ne serait rien sans l'indéfectible et professionnel soutien de nos permanents, Pascal, Christine, Ambre, en embrassant Anaïs aussi, et évidemment l'excellent Guillaume. Ils ont ma reconnaissance, ma confiance et mon affection. Le radicalisme, c'est un humanisme, c'est une intransigeance républicaine brandie contre tous les sectarismes, une envie de partage, de rassemblement pour tenir la promesse républicaine. Et quel beau message ce matin que d'avoir reçu ces deux grands témoins républicains, ces deux hommes d'exception. Non pas qu'il n'y ait pas de femmes d'exception, nous en avions invité, mais leurs agendas étaient beaucoup plus bouclés que celles des hommes. C'est dire si elles sont aujourd'hui très demandées. Je pense à Caroline Forest, je pense à Sophia Aram. Mais saluer Étienne Klein, Richard Malka, leur dire notre admiration, nos remerciements et leur redire que la République, la France, a besoin de leur lumière. Vous pouvez les applaudir malgré leur départ.
C'est évidemment remercier Chloé Ridel, Choukria Haïdar, Frédéric Potier, Baptiste Fournier, Nicolas Brien d'être venus débattre dans nos rangs. C'est dire à Éric Nolot que si nous ne sommes pas toujours d'accord, cela n'empêche que le débat est nécessaire et qu'il était bon qu'il apporte aussi sa vision dans nos réflexions sur la démocratie du XXIe siècle. Cette convention, elle nous ressemble. Elle parle de République, celle du XXIe siècle, celle qui tire sa force des victoires passées pour ne pas avoir peur des combats à mener demain. Cette convention, ce n'est pas celle d'un clan, ce n'est pas celle de certitudes égotiques, c'est celle d'un rassemblement qui porte en lui une promesse, celle de la gauche républicaine, laïque, écologiste, européenne, et qui sera et qui devra être au rendez-vous avec les Français. Cette promesse, elle a désormais un nom, elle s'appelle Planète République. Cette promesse, c'est vous, Corinne Lepage, vous, l'insatiable défendresse des hommes attaqués dans leur environnement, vous qui avez toujours rappelé que les profits ne permettaient pas de polluer nos mers et nos continents, vous qui avez été cette femme d'État, vous qui êtes cette républicaine intransigeante. Planète République, c'est toi, David Jaïz, intellectuel, écrivain, haut fonctionnaire, homme d'Agen, du Tarn-et-Garonne, qui vit à Paris, du Lot-et-Garonne, c'est l'utopisme radical, du Lot-et-Garonne, qui vit avec les deux pieds en équilibre, un dans la réalité des territoires, l'autre dans la réalité du parisianisme, qui a cette force de vouloir faire les passerelles nécessaires entre celles et ceux qui ne demandent qu'à se comprendre. Cette promesse, c'est toi, Chloé Ridel, et cette proposition de transformation économique par les emplois verts, notamment. Cette promesse, c'est la pensée globale, locale, de tous ceux qui rêvent d'une politique calibrée à l'échelle humaine, et dont Baptiste Fournier est le magnifique architecte. Merci infiniment de vos engagements dans cette planète. Cette promesse, c'est nous toutes, avec nos réalités rurales, de montagne, de plaine, de métropole, de banlieue. C'est cette promesse que des rencontres doivent être possibles. Cette idée qu'il faut multiplier les discussions, les échanges, les constructions, et que c'est ainsi que nous pourrons construire un projet utile et respectueux. Planète République, c'est finalement ce pont entre le projet universaliste de vouloir sauver la planète et ce projet universel de vouloir sauver la planète et ce projet universaliste de vouloir y vivre dessus, en républicain, d'y vivre ensemble. Planète République, c'est d'abord et avant tout un projet pour les futures générations. Parce que c'est la jeunesse qui devrait être le cœur et le poumon de notre démocratie et de notre combat. Dans ce moment dangereux, où, comme le disait Mendès France, le citoyen se détourne de l'État et l'État se méfie du citoyen, nous ne pouvons renoncer à embarquer la jeunesse dans le train qui file vers son propre avenir. Mendès France disait qu'un régime qui n'a pas avec lui les couches neuves qui montent, qui ne jouit pas de leur foi et de leur coopération, un régime qui n'a pas le contact direct avec la partie la plus vivante et dynamique de la masse populaire, la plus représentative de l'avenir, n'est plus vraiment un régime démocratique. Mais mes chers amis, je vous le dis, il ne faut pas simplement se contenter de constats et de jérémiades. Le père de famille que je suis est un homme en colère de devoir expliquer à mes enfants les enjeux climatiques et ses dangers, en colère de devoir expliquer à mes enfants qu'il est normal qu'on leur apprenne à se cacher sous des tables à l'école pour parer des attaques terroristes, en colère parce que je dois expliquer à mes enfants qu'on assassine un professeur de collège dans les rues de France, qu'on égorge des Françaises et des Français dans les rues de France, en colère parce que la fenêtre du monde qu'on leur ouvre, c'est celle de réseaux sociaux sans contrôle, parce que ce pays a été infoutu de leur trouver des masques au moment où il leur en fallait, en colère, parce que notre démocratie ne parle jamais du réel à changer pour leur préparer l'avenir. Cette colère, je sais que beaucoup la partagent, mais elle ne doit pas être le prétexte à toujours plus de médiocrité, à toujours plus de sordide et de manipulation. Il y en a assez de cette politique dégénérée. Il y en a assez de ces réécritures honteuses du passé. Il y en a assez de ces promesses dégenrées, communautarisées, wokisées, indigénées, racialisées,
radicalisés. Face à la folie de cette époque, il est temps, il est urgent de réhabiliter la politique, de lui redonner son sens. Penser, agir, protéger, développer, construire. C'est à la gauche républicaine de le faire avec force. Cette gauche de gouvernement que je défends, que nous défendons, ne peut plus être cette gauche du renoncement. Elle ne peut pas être cette gauche qui n'a comme solution que la résilience pour anesthésier les douleurs de nos impuissances. Cette gauche doit impérativement répondre aux vulnérabilités auxquelles nous devons faire face. Oui, elle doit le faire dans le champ européen, et vite, avant que celui-ci ne devienne un champ de ruines. Une Europe que nous voulons démocratique, politique, sociale. Une Europe qui ne peut être le trou noir dans lequel sombrent nos souverainetés. Une Europe dans laquelle il faudra hausser le ton, aller au bras de fer, pour qu'enfin le continent nous protège, pèse dans les désordres du monde, trouve à s'intercaler entre Biden et Poutine, tisse de nouveaux partenariats. Mais aux apprentis sorciers du Frexit, à ces délirants du village gaulois, je veux leur dire que dans cette période où les peurs s'accumulent, notre devoir n'est pas d'en rajouter, mais de les régler. Et que la première des peurs, la première des vulnérabilités, elle est évidemment climatique. Chacun l'a enfin compris, à son rythme. L'urgence climatique est là. Ça doit être la grande priorité. Bien sûr, elle passe par des transitions fortes. Elle passe par des transitions de nos bâtiments, de nos logements, de la façon évidemment dont nous nous chauffons et dont nous émettons du CO2. Elle doit guider nos vies dans nos modes de consommation. Évidemment, nous le savons, les efforts devront être consentis, mais ils devront l'être équitablement. Ils devront l'être aussi dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est qu'avant de pointer un doigt accusateur et vengeur sur celui qui prend sa voiture pour aller bosser parce qu'il n'a pas d'autre solution, il nous faut construire un grand plan des mobilités dans ce pays. Dans l'ordre, ça veut dire ne pas distribuer des tickets de rationnement pour aller prendre de l'essence, mais inventer une fiscalité adaptée aux enjeux des coûts de l'énergie. Dans l'ordre, cela veut dire qu'avant de consommer, avant de condamner la consommation des plus précaires, il faudrait peut-être inviter les plus aisés à se réfréner. Celles et ceux à qui ça ne pose pas de problème de prendre l'avion tous les week-ends pour aller faire des loisirs ou de manger des cerises en hiver. Eh bien, pour eux, nous leur disons, il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va à deux, cueillir en rêvant, débordant de rêves. Et oui, nous créerons l'ISF de la consommation au travers de la taxe sur le luxe carboné. Dans l'ordre, enfin, c'est évidemment le nucléaire qui ne peut pas être l'alpha et l'oméga de nos énergies, mais non plus de nos brevets d'écologisme. Que le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter tant qu'on n'est pas en capacité de fournir l'électricité au niveau bas carbone nécessaire, mais qu'il nous faut impérativement créer les conditions d'en sortir, qu'il nous faut impérativement créer la façon, sans miser sur le gaz et le charbon, d'aller chercher une autre façon de produire de l'énergie. Et que s'il nous faudra investir dans le nucléaire pour assurer ne serait-ce que notre sécurité, pour ne pas perdre notre savoir-faire dans cette filière, pour en maîtriser les coûts, chaque euro dépensé dans le nucléaire devra être compensé par 1 euro pour les énergies renouvelables. Mais l'environnement, la lutte contre les dérèglements climatiques ne peut pas se faire au détriment de l'économie. Et chez les radicaux, l'économie n'a d'autre fonction que de servir l'épanouissement humain, d'assurer le progrès d'une vie meilleure. Cette maison, attachée au solidarisme, tu l'as rappelé, dans cette maison qui sait encore qui est Léon Bourgeois, attachée à une meilleure répartition des richesses, est donc favorable à de la création de richesses. La croissance, ce sont des décennies d'amélioration des conditions de vie. La croissance, c'est une espérance de vie qui a progressé. Ce sont des loisirs qui se sont développés. La croissance paye nos dettes. La croissance nous permet d'investir l'avenir. Et c'est donc la croissance verte, différente, qu'il nous faut construire pour répartir les richesses. Et dire aux tenants de la décroissance que ça, c'est un sport de riches. Parce que demander à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose de bien vouloir vivre avec encore moins, c'est ne rien comprendre aux enjeux sociaux de notre société.
Parce que c'est tout de même étonnant. On semble découvrir avec cette élection présidentielle que dans ce pays, il y a un problème de pouvoir d'achat, que dans ce pays, il y a un problème de reste à vivre. 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Et on s'interroge aujourd'hui d'une situation intenable qui va devenir explosive quand ce constat se compare à un carteron de boursicoteurs qui entassent leurs dividendes. Nous avons un devoir de répondre au sujet économique, social et d'y faire face en équité. L'équité, c'est ce que demandent les Français. Ils ne demandent pas des promesses intenables d'augmentation de salaire général que personne ne tiendra. Ils ne demandent pas l'aumône. Ils ne demandent pas les pourboires défiscalisés. Ils demandent de l'équité. L'équité dans l'entreprise, c'est la négociation d'une échelle des salaires. L'équité, c'est ce qui permet d'assurer l'égalité salariale femmes-hommes. L'équité, c'est la façon dont nous envisageons l'entreprise comme un lieu où se développe l'activité, la production, où les savoir-faire et les femmes et les hommes travaillent ensemble au même projet. L'entreprise, c'est un lieu où le conseil d'administration ne peut pas être interdit aux salariés. L'entreprise, c'est un lieu où on ne peut pas calculer l'intéressement sans regarder les dividendes. L'entreprise, c'est l'avenir d'une croissance différente, respectueuse des femmes, des hommes, de nos territoires, de nos savoir-faire. Ça n'est pas cette industrie aux mains des financiers qui ne savent pas ce qu'on y produit. L'entreprise, c'est la plus belle aventure des femmes et des hommes qui veulent que le vivre mieux l'emporte sur toute autre considération. Travailler pour le pouvoir d'achat, c'est aussi travailler en équité, c'est travailler sur la fiscalité, c'est créer des bras de fer avec l'Europe sur la TVA, c'est se dire qu'il faudra bien un jour discuter de cette TVA à 0% sur les produits de première nécessité pour que le pain quotidien soit assuré. C'est discuter de cette TVA rabaissée sur les énergies non carbonées. C'est cette idée définitive que l'économie est avant tout au service de l'homme et que tout ne peut pas se marchandiser, que ce qui est vital ne peut pas se marchandiser. C'est tenir la promesse, la proposition de Michel Crépeau de nationaliser l'eau avant qu'il ne leur vienne l'idée de nous facturer l'air. L'entreprise, ce sera le grand sujet du développement européen et national dans les années qui viennent. C'est cette question des relocalisations, c'est cette question de la réindustrialisation, c'est cette question aussi de la prise de pouvoir, du pouvoir politique dans les entreprises essentielles à nos territoires, celles qui nous nourrissent, celles qui nous soignent, celles qui nous permettent aussi d'imaginer de nouvelles énergies. Oui, un État républicain qui se respecte doit être présent dans l'économie. Et puis évidemment, la dernière urgence, elle est républicaine. Alors chez nous, vous l'avez compris, le maître mot, c'est l'équité. C'est l'équité en République qui doit trouver sa source dans l'école. Ce creuset fondamental du partage de connaissances, du développement de l'esprit critique, c'est cette idée que l'école, c'est là où l'on bâtit, l'on forge, comme disait Ferdinand Buisson, le citoyen républicain. L'école ne peut plus être la victime des dérivations qui la court-circuitent. Nous sommes attachés à l'école pour toutes et pour tous. Nous sommes attachés à l'école de la République. Alors, disons-le clairement, nous interdirons l'enseignement hors contrat et nous imposerons à l'enseignement en contrat, désormais financé par la puissance publique, de rentrer dans la carte scolaire pour 50% de ses effectifs pour assurer la mixité sociale. L'école, ce sont ces enseignants qui ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, celles et ceux à qui on confie nos gosses, à la fois pour leur donner l'instruction, la culture et la connaissance, mais aussi pour les forger dans les révolutions. Ils font partie de ces femmes et ces hommes si particuliers de notre fonction publique, celles et ceux qu'on retrouve aussi dans nos hôpitaux, celles et ceux aussi qu'on retrouve dans nos centres sociaux, celles et ceux que l'on retrouve finalement face à la réalité du monde. Eh bien, je vous l'ai dit, il n'est plus possible que les fonctionnaires qui pensent les politiques publiques soient 100 fois mieux traités que ceux qui les appliquent, les corrigent et les rendent adaptés à nos territoires et à nos sociétés. Il faudra bien qu'on crée ce statut de la fonction publique du quotidien
celle du terrain, et qu'on lui donne un 13e et un 14e mois en remerciement de son activité et de son action. L'équité, c'est l'adhésion de l'impôt à tous, en République, du plus modeste au plus riche, chacun selon ses moyens. C'était cela, Joseph Caillot. L'équité, c'est de dire que, simplement, la fraude massive, organisée, construite de la fiscalité, le détournement de fiscalité est une trahison à la France. Dire aussi qu'il en est fini de faire des rappels gentillets à celles et ceux qui ont fait fuir les capitaux de France, plutôt que de servir l'intérêt général. Nous confisquerons l'intégralité de leurs biens jusqu'à ce qu'ils remboursent. Parce que c'est cela aussi, l'équité. L'équité, c'est aussi donner à chacun le droit de choisir librement sa vie. Que finalement, dans cette société, votre vie, elle est déterminée par une phrase simple, selon que vous serez né puissant ou misérable. Et que travailler sur l'équité ne peut pas nier cette question, et je veux le dire, il faut se tenir à ce moment-là très loin des esprits malades qui pensent que si Mohamed s'appelle Médard, la vie ira mieux pour lui. Se tenir très très loin des esprits fous qui pensent que si Mohamed est devenu Médard et qu'en plus il est dégenré, alors il pourra réussir dans la vie. Qu'à ce moment-là, il ne faut jamais oublier que les enfants de ce pays sont aussi et avant tout les enfants de leur milieu et que quel que soit l'aspect aimant, aidant de leurs parents, on ne pourra jamais leur donner plus que ce qu'on possède et qu'il nous revient, nous qui parlons sans cesse d'égalité, de justice, d'idéal républicain, que de réparer cela. Alors nous, républicains attachés au mérite, au libre arbitre, nous proposons que chaque enfant de France se voit allouer un capital de départ de 40 000 € versé par étapes dès 18 ans. Ce capital ne sera libéré que sur la base d'un projet de vie. Il sera suivi, contrôlé et porté par les banques qui, pour une fois, pourront faire résonner finance avec espérance. C'est un fonds de roulement de 13 milliards d'euros, garanti par l'État, alimenté par une part des successions supérieure à 50 000 €. C'est la fin des injustices de naissance. C'est aussi la fin de la culture de l'excuse. C'est surtout l'encouragement du mérite et de la responsabilisation. C'est une citoyenneté et une jeunesse réactivée dans une société qui, jusque-là, l'écrase dans ses aspirations. L'équité, c'est enfin choisir sa mort. C'est le droit de fin de vie librement choisi. C'est notre combat depuis Caillavet jusqu'à Falorni. C'est notre honneur, notre humanisme, que de rendre à chacun le pouvoir de décider de ce que sera sa fin, de donner à toutes les consciences la protection qui leur est due. Que chacun, au soir de sa vie, en accord avec lui-même, sans qu'aucune ingérence ne soit admise à ce moment précis, dispose du droit fondamental de choisir sa mort. Chers amis, vous l'avez compris, notre projet n'est pas un self-service des aspirations individuelles. Ça n'est pas le drugstore des choix ou réalités intimes de chacun. C'est une vision d'ensemble pour la France. Et cette vision d'ensemble pour la France, c'est à la gauche, normalement, de la tenir, de la porter, de la défendre. Malheureusement, le compte n'y est pas. Depuis des années, notre pays est dans la tourmente. Depuis des années, crise après crise, la France est insécurisée et violentée. Des folies de l'argent à celles meurtrières du fascisme religieux que l'islamisme. Des crises climatiques en crise sanitaire, de fragilités économiques en casse sociale. C'est tout un peuple qui se découvre jour après jour vulnérabilité, plaies, fractures, bosses et anxiété. Notre pays est au tourment, comme si les aléas du monde ne pouvaient suffire. Notre débat démocratique vire au supplice. Voilà qu'en réponse aux urgences que nous venons d'évoquer, certains ne trouvent rien de mieux que de demander à ce pays d'avouer ses fautes, d'expier ses péchés ancestraux pour espérer la rédemption. Une nouvelle inquisition de gauche est née à la lumière des écrans plasma pour nous contraindre à abjurer le mal incarné que nous représentons. Je leur dis clairement que les ressorts moyenâgeux, qui sont toujours l'apanage de l'obscurantisme et du fanatisme, ne trouveront jamais d'écho dans cette maison.
que nous leur opposerons sans faiblir la connaissance, la science, l'humanisme, la raison, le savoir, et que si les fautes se reconnaissent, ce qui doit nous guider, c'est la foi en l'homme et sa capacité à progresser. Comme un écho, certains nous invitent aussi, à l'inverse, à nous glorifier, à réinventer notre passé, à illustrer nos erreurs, nos crimes parfois, comme des affirmations d'une supériorité culturelle bienveillante. Voilà qu'un homme qui a peur de tout le monde, des femmes, des Arabes, des musulmans, de l'avenir et certainement de son voisin, se rêve en conservateur de l'histoire nationale dont le siège serait à l'Élysée. Voilà que cet homme, le trouillomètre à zéro, avec un Z qui veut dire zombie, vient jouer les fiers à bras, lui aussi planqué derrière les écrans plasma. L'air terne, la vue basse, promettant guerre civile et hécatombe, il fait entrer dans notre débat démocratique un fascisme décomplexé d'érudition. Au nom d'une culture autoproclamée, ou d'une culture décernée par des commentateurs qui, de mon point de vue, n'ont jamais rien lu. Il développe jusqu'à l'écœurement sa vision de taliban blanc, sa devise pour la France que nous connaissons, travail, famille, patrie. De l'écœurement vient la nausée, quand il ose l'inqualifiable révisionnisme du génocide des Juifs pour dédouaner son idole Pétain, cet actif complice d'un crime contre l'humanité. Non, Éric Zemmour, vous ne connaissez pas la France. Ce pays n'est pas comme vous, il n'a pas peur. Ce pays n'avancera pas les deux yeux rivés dans le rétroviseur. Il ne vous pardonnera pas de souiller le sang et la mémoire des victimes tombées pour la haine. Il ne vous pardonnera pas de souiller le sang et la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour nos libertés et notre honneur. Alors face à l'infâme, face à l'ignoble, c'est toute la République qui doit se lever et dire non. Communistes, socialistes, radicaux républicains, écologistes, centristes, démocrates chrétiens, gaullistes, tous debout pour la République. Chers amis, les menaces sur la République s'amoncellent, et ça fera moyennement plaisir à mes amis du Gard, les menaces sur la République s'amoncellent de toutes parts comme les nuages d'un orage cévenol. Dans ce moment tragique, fait de conspirationnistes, de contestation du savoir, de communautarisme, d'individualisme égocentré, d'intersectionnalité destructrice, de remise en cause de nos institutions, jugées au mieux, et pas toujours à tort, inefficaces, quand elles ne sont pas jugées en ennemies, c'est la gauche qui doit faire apparaître l'espoir. C'est à la gauche de rompre avec cette ambiance mortifère qu'un quinquennat technocratique, un quinquennat conservateur et en même temps de droite, un quinquennat qui s'était tourné vers la France qui va bien et qui en laissera un périmètre restreint en guise de bilan, n'a pu amoindrir. Ce quinquennat a failli. Il ne peut plus répondre aujourd'hui. Et c'est à la gauche de faire surgir dans le ciel cet arc-en-ciel qui marque la fin des orages. Ces couleurs doivent être celles de la raison, de la justice, de l'ordre, de la solidarité, de l'écologie et de la fraternité. La gauche, c'est la fille aînée de la République qui a le devoir de renouer avec sa mission d'émancipation et de progrès humain. Elle doit aussi entendre les peurs, elle doit entendre les angoisses, elle doit comprendre les colères de cette France qui nous a quittés et qui nous tourne aujourd'hui le dos. Entendre ces colères venues de nos impuissances, celles venues de nos aveuglements, celles venues de nos naïvetés, de nos lâchetés, de nos arrangements avec la laïcité, avec le communautarisme, au péril de l'unité et de l'indivisibilité de notre pays. Force est de constater que cette gauche n'est pas au rendez-vous. Je veux vous dire que si je suis attaché aux identités politiques, au militantisme, à l'histoire et à la vie de chacun des partis politiques pour structurer le débat démocratique, rien ne saurait justifier que l'engagement respectable de chacun, les convictions qui taraudent les tripes de tous, ne viennent d'abord au secours de la France, d'abord au secours de la République, d'abord au secours des Français. J'aime la gauche quand elle est plurielle, jamais quand elle est singulière,
au point de rater son rendez-vous avec son histoire, avec son pays, avec la République et avec les habitants. Dans ce moment tragique, où les chapelles, les bannières, les écuries l'emportent sur toute autre considération, vous avez décidé, chers amis, de ne pas arbitrer. Vous avez décidé de n'être ni caution républicaine des uns, ni caution européenne des autres, ni faire valoir, ni supplétif, ni réservoir de signature pour les uns, ni obligé à fider des autres. Nous qui avons traversé ce siècle, nous qui avons porté l'idéal républicain au-delà de nos propres intérêts, au point souvent de nous effacer pour l'unité, de le faire au risque de perdre en notoriété. Nous ne viendrons pas prêter main forte à celles et ceux qui voient dans l'élection présidentielle un règlement de compte à gauche. Ce vote d'indépendance que vous avez unanimement exprimé, et je le sais, l'expression de votre détermination de réveiller la gauche, de lui dire clairement que si la maison des radicaux, celle des républicains sincères, celle qui ne cesse d'appeler à l'unité depuis des mois part au combat, c'est que la gauche, dans son ensemble, a failli à rassembler. Ce vote d'indépendance porte un message simple. La France a besoin de voir renaître une gauche de gouvernement, républicaine, écologiste, pas d'assister aux obsèques de ses convictions. Alors si chacun a décidé de tuer la gauche, eh bien nous combattrons aussi, au risque d'aller mourir pour nos idées, mais peut-être de vaincre avec aussi. Car quand la France a rendez-vous avec son histoire, quand la République est menacée, quand l'avenir de nos enfants est compromis, la gauche républicaine se lève, qu'on se le dise. Les radicaux, leurs amis, Planète République, seront au rendez-vous, debout et vaillants. Ce vote que vous avez formulé intervient alors qu'il y a un an, ici même, nous appelions à une grande coalition de gauche et ensuite à des primaires. Nous avons été gentiment, mais on a l'habitude, moqués, brocardés, ringardisés. Depuis que les candidatures se multiplient à gauche, que les divisions nous infligent des sondages humiliants, autant que disqualifiants. Chacun s'inquiète et se lamente. Depuis plusieurs semaines, la quasi-totalité des candidats de gauche nous a, et je les en remercie, interpellés, contactés et parfois même écoutés et consultés. Je ne veux croire que la signature de nos élus suffise à cet engouement récent. À toutes et tous, j'ai dit le besoin de gauche et d'une gauche aux valeurs républicaines claires. Une gauche qui impose le respect du pacte social français dans le trou noir mondialisé. Une gauche qui ne soit pas celle du repli nationaliste, mais de la reconquête de souveraineté. D'une gauche qui allie transition écologique et urgence sociale. D'une gauche qui ne soit pas dans la revanche du passé, mais dans la construction de l'avenir. Toutes et tous m'ont dit partager cette analyse, alors je leur dis chiche. Comme un dernier cri du cœur, je leur dis qu'ici, nous sommes prêts à jouer les raccommodeurs de gauche, que nous sommes prêts à accepter cette mission d'être le plus petit dénominateur commun qui permette de construire un projet de gouvernement commun, respectueux des enjeux de la société, fondamentalement basé sur la République. La France a besoin de l'écologie de gouvernement portée par Yannick Jadot. Elle a besoin du projet social et sociétal des socialistes et d'Anne Hidalgo. Elle a besoin du projet économique industriel d'Arnaud Montebourg. Elle a besoin de notre détermination républicaine sans faille. Une gauche de gouvernement peut et doit se bâtir. Une gauche responsable, sérieuse, qui ne soit pas une gauche gestionnaire et ennuyeuse. Une gauche qui laisse au vestiaire des partis les outrances, les postures, les provocations, les folies, pour privilégier le réel et l'utopie. Alors je les invite tous à porter ce travail en commun. La porte ne sera fermée à aucun. Et je veux le dire à Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura, puisqu'il a eu la gentillesse de m'appeler, il n'y aura ni anathème, ni exclusive. Mais il y aura un impératif, que ce projet républicain soit à l'image du Jean-Luc Mélenchon qui venait ici déclamer la République en 2005, jamais de celui qu'il est devenu depuis 2017. Chers amis, dans ce moment, je n'ai qu'une pensée en tête.
Un poème, en fait, un rappel. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du commun combat. Je nous laisse jusqu'à la mi-décembre pour aboutir, pour réussir. Ensuite, si aucune dynamique collective n'est enclenchée, alors notre planète République poursuivra librement et indépendamment son orbite. À ce moment-là, si les conditions l'exigent, si vous me le demandez, je ne me défausserai pas. Mais avant d'envisager des combats destructeurs de plus, il nous faut envisager positivement l'avenir. Et je veux le dire à toute la gauche, la saluer en amitié, parce qu'il y a là des femmes, des hommes avec qui nous avons mené, pour certains, des combats depuis 20 ans. Que cette question aujourd'hui n'est plus celle du respect des égaux, que cette question est celle de la responsabilité face aux enjeux de la nation. Et leur dire enfin qu'il faut qu'ils regardent ce qui se passe ici, aujourd'hui. Ici, on agrège les convictions et les connaissances. Ici, on rassemble les politiques et les citoyens. Ici, on construit pour donner à la France une gauche de l'espoir. Je les invite, sincèrement, fraternellement, à emprunter ce chemin. Chers amis, la tâche qui nous incombe est immense. C'est celle d'une promesse, c'est celle d'un chemin, c'est celle d'un avenir, et je ne vois pas d'autre nom à lui donner que la République. La République, c'est la promesse d'émancipation et de respect de chacune et de chacun. C'est la lutte acharnée contre tous les dogmes qui enferment et qui fracturent. C'est l'humanisme qui ne déconstruit aucun homme, qui n'asservit ni ne violente aucune femme. La République, c'est cette promesse farouche que ni l'origine sociale, ni l'origine ethnique, ni les croyances ne forgent une identité définitive, un déterminisme de supériorité ou d'infériorité. Que la République, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui bâtissent le citoyen. Que c'est l'ordre républicain qui protège, mais aussi qui terrasse les violences physiques, les violences économiques, les violences sociales, les violences morales. Que la République, c'est le service public essentiel dû à tous, de nos plaines rurales à nos montagnes janines, de nos métropoles à nos villes moyennes. Que la République, c'est la liberté absolue de conscience, c'est la laïcité, mère de toutes les libertés, cette garantie absolue que chacun est protégé dans ses croyances, mais que chacun est aussi protégé des croyances des autres. Ce défi humaniste, universaliste, qui invite chacun à se dépasser, à aller l'un vers l'autre. C'est cette école qui est celle de tous, cette affirmation qu'en République, seule la loi des hommes compte, jamais celle du curé, de l'imam ou du rabbin. Mes amis, la République, son histoire, son avenir se confond avec celui de la gauche. Alors je nous le dis à nous, mais je l'adresse à toute la gauche. Au nom de nos valeurs, celles qui devraient nous réunir, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, faisons de ce chemin un chemin qui mène la France vers sa fierté, vers la solidarité, qui emmène un peuple debout. Debout les Républicains, vive la République, vive la France.
Merci à toutes et à tous de votre présence. Bon retour chez vous. Défendez la République, défendez Planète République. Et celles et ceux qui veulent faire des photos pour Planète République, c'est maintenant. Bonne soirée et merci du fond du cœur.